Alors bonjour à toutes et à tous qui vous êtes rendus disponibles ce midi pour assister à cette conférence. Bonjour aussi à ceux qui nous, je sais pas où c'est, qui nous regardent en live sur Facebook. On espère que vous pourrez gagner en connaissance après cet échange. Je vous présente Dorian et Hugo. Moi c'est Alan, on est élève en dernière année de master à SSB et on vous remercie d'être présents ce midi. Alors pour entrer dans le vif du sujet, le thème de cette conférence, ça porte donc sur le monde du sport et plus particulièrement sur la problématique bien spécifique du football professionnel. Chaque année, de nombreux supporters doivent affronter des saisons décevantes. Ça arrive partout, à tous les niveaux. Quand les résultats suivent plus, c'est tout un club qui vacille. On l'a vu pas plus tard que ce week-end en Ligue 1 avec Abdoulaye Touré qui a maintenu son équipe à la 99e minute de jeu sur un pénalty plein d'audace et qui avait vraiment le poids du maintien de toute une ville sur ses épaules. Et pourtant, c'est dans ces moments-là que se révèle la véritable force d'un club, celle de rester vivant dans le cœur de ses fans et de rester solide dans son fonctionnement. Pour y parvenir, il faut savoir raconter une histoire, il faut savoir réactiver l'engagement, il faut rappeler que l'identité d'un club, ça ne se limite pas au terrain, ça se forge dans les tribunes, ça se forge dans la ville, dans chaque message, dans chaque moment. Et c'est comme ça qu'on maintient un lien avec sa communauté, qu'on reprend en main et qu'on continue toujours ensemble. Alors la problématique d'aujourd'hui, c'est la suivante. Comment faire vivre un club lorsque les résultats sportifs ne sont pas au rendez-vous? Merci Alan pour cette, Merci Alan pour cette présentation qui nous permet de comprendre le contexte de cette conférence. Je vais maintenant vous présenter le déroulé de la conférence, puis je passerai la parole à Hugo qui présentera nos intervenants qui nous font l'honneur de nous accompagner aujourd'hui et dont on les remercie chaleureusement. Voici les trois thématiques que nous allons évoquer. Comment construire une identité forte et cohérente. La deuxième, ce sera comment faire vivre une expérience supporter unique. Et on terminera par comment passer au-delà du résultat sportif à travers divers investissements pouvant être mis en place par les structures. Et puis nous terminerons nos débats en proposant une conclusion à nos problématiques du jour. Pour répondre à cette problématique, nous sommes accompagnés aujourd'hui de trois intervenants qui sont quotidiennement au cœur de ces différents sujets dans des clubs professionnels, avec chacun une thématique différente. Premièrement, Clément Lebellegui, bonjour, responsable marketing et RSE du Stade Brestois 29. Bonjour. Gaspard Leroux, que nous avons en visio, responsable billetterie et CRM à l'Estac, ainsi qu'Evan Crocombette, directeur du merchandising et e-commerce au FC Versailles. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Bonjour. Merci Hugo pour l'invitation. Pas de souci, avec plaisir. Donc justement, on va aborder les premières questions sur le thème de construire une identité forte et cohérente. Tout d'abord, Clément, on aimerait te poser en premier cette question. Pourquoi c'est important pour un club sportif, surtout quand les résultats ne sont pas au niveau, pourquoi c'est important de véritablement créer en amont une identité cohérente et forte? En fait, je vais peut-être déjà défaire cette volonté de dissocier les deux, parce que, enfin, du résultat, en fait, que les résultats soient bons ou pas bons, c'est important de créer cette histoire et cette marque, parce que si c'est pas bon, si c'est bon, si les résultats sont très bons, comme nous, on a la chance de le connaître en ce moment, eh ben, il faut qu'on soit bon, nous, d'un point de vue marque, pour capitaliser dessus et générer encore plus de revenus. Et s'ils sont pas bons, il faut qu'on soit encore plus fort en termes de marque pour activer d'autres leviers que le sportif. Donc tout simplement, ton intro était très bonne, Alan, c'est qu'il n'y a pas que le terrain, il n'y a pas que le résultat. Nous, on est là pour faire tourner les revenus commerciaux du club, peu importe les résultats. Après, on s'adapte. C'est surtout qu'on va activer différemment nos leviers et activer différents leviers selon si les résultats sont bons, pas bons, très bons, catastrophiques, etc. Mais en gros, c'est important de travailler là-dessus parce qu'on ne peut pas être dépendant du sportif. On ne peut pas attendre uniquement du sportif. Et nous, il faut qu'on puisse travailler, peu importe le sportif. Il ne faut pas qu'on ait d'excuses, même si forcément on est impacté par ça. Justement, tu parles de levier. Quel levier vous utilisez au Stade Brestois pour promouvoir votre club, pour promouvoir la ville? Bah ouais, la ville, en fait, nous, c'est le local. Nous, on a un petit club de pointe, de la Pointe-Bretagne, voilà, avec une forte identité. Forcément, c'est encore plus parlant avec notre parcours en Coupe d'Europe, où on était un peu vu comme
le petit village gaulois, le petit club sans trop de moyens et qui arrive à exister sur la scène européenne, qui arrive à avoir des résultats. Mais en fait, c'est ça, on continue à communiquer pareil. Nous, on est un petit club familial, local, avec un entrepreneur local, ce qui est quand même rare maintenant dans le foot professionnel. On a des gars du coin qui gèrent le club professionnel du coin. Et ça, c'est déjà très fort. En fait, on a tout un truc qui est naturel, qui se fait naturellement. Nous, on ne fait pas du marketing. Notre marketing, il n'est pas inventé et créé artificiellement. On essaye juste de mettre en lumière ce qui est pour le territoire, donc pour les supporters, pour les entreprises, pour les étudiants, pour toute la population. Et voilà, c'est juste... On raconte notre territoire, on est une vitrine du territoire, mais naturellement. Ok, ça marche. Et justement, je peux peut-être m'adresser aussi du coup à Gaspard. Comment justement à l'ESTAC cela fonctionne, quelle est la vision, est-ce qu'il y a des différences avec le discours que vient de dire Clément? Peut-être que tu as des leviers aussi différents pour promouvoir ton club? Je rejoins évidemment ce qu'a dit Clément. Après, c'est sûr que c'est spécifique selon ton club, l'endroit où tu es situé. C'est vrai qu'à Brest, tu as cette particularité d'être au bout de la Bretagne, ce petit village irréductible, comme il disait. Nous, on est plus ancré dans une région déjà qui est moins foot que peut l'être la Bretagne. On a un actionnaire aussi qui est spécifique. En fait, le propriétaire du club, c'est City Football Group. Donc ceux qui ont Manchester City et 13 clubs à travers le monde. Ils ont racheté le club il y a 4 ans maintenant, au moment de la montée en Ligue 1. Et en fait, tout le monde s'est vu très beau comme un club qui, en 2-3 ans, allait jouer la Coupe d'Europe et avec des moyens illimités parce que c'est Manchester City et qu'on allait nous prêter Haaland et De Bruyne dans la foulée. Donc c'était un peu compliqué. Au niveau local, ça a été vu comme ça. On a fait une bonne première saison en Ligue 1 et puis depuis 2-3 saisons, c'est plus compliqué. On s'est recentré sur vraiment un club plus familial, sans moyens illimités, comme ce que pouvait laisser présager l'arrivée de City Football Group. Donc on reconstruit une identité plus forte dans le département, en renouant des liens très forts avec les clubs du département, les clubs du district, les clubs ambassadeurs. On invite nos licenciés au stade, etc. Donc voilà, on a dû, je ne sais pas si toi, je sais que Hugo, tu es au courant et sûrement les autres autour de la table également, mais on a eu des années très compliquées, une descente de Ligue 1 à Ligue 2, puis de Ligue 2 à National avec un repêchage au bout, mais voilà, on a dû reconquérir le public, du moins c'est ce qu'on essaye de faire, et surtout faire comprendre un projet qui n'avait pas été compris, qui avait peut-être été mal expliqué aussi par l'actionnaire. Et du coup, on repart un peu de zéro, là, en étant en Ligue 2, où on reste sur on veut repartir sur un club vraiment du coin, un peu comme c'était avant, c'est-à-dire un club de Ligue 2 qui, évidemment, se bat pour la montée en Ligue 1, mais qui doit, entre guillemets, redescendre sur terre. Les moyens sont pas illimités. On est tous touchés par la crise des droits télé en ce moment. Donc, voilà, on se recentre un peu sur l'essentiel, c'est-à-dire le match, essayer de faire venir du monde au stade et donc de retrouver ce qu'on entend souvent, hein, mais des valeurs familiales, locales, etc. Ok, merci Gaspard pour ton témoignage. C'est vrai que la question de la multipropriété est assez intéressante, notamment sur des clubs d'envergure comme les Stacks. Et on va descendre un petit peu en club d'envergure, car là on va aller dans le championnat du national. On va te poser la même question pour le FC Versailles également. Quelle est la vision du club du Versailles FC? Quels leviers ils utilisent eux en national? On en connaît un petit peu ici, notamment avec le Merch qui a très bien fonctionné. On va te laisser la parole, Evan. Ouais, alors du coup, je dirais pour Versailles, voilà, c'est un club qui est très jeune dans l'esprit des gens aujourd'hui. Ça a beaucoup évolué depuis le rachat par Alexandre Mullier et Fabien Lazare, qui sont encore aux commandes du club aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on a 3 leviers de marketing qui ont fait connaître le club et qui essayent de décorréler toute cette partie sportive et business en interne. Il y a toute la première branche, c'était tout
la partie communication, réseaux sociaux, avec un ton hyper humoristique, hyper décalé, surtout la communauté TikTok, pardon, qui a fait faire un gros boom. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, on est à 124 000 abonnés sur le compte TikTok du club. Il y a eu un grosse énergie mise au tout début sur la partie communication pure, social media. Il y a aussi eu l'arrivée de Pierre Gasly dans l'actionnariat, qui est aussi un levier de décorrélation du résultat sportif. Aujourd'hui, les gens, il y en a beaucoup qui suivent le club parce qu'ils sont fans de Pierre Gasly et qui du coup vont suivre de loin. On n'a pas de grosse fanbase à proprement parler comme pourrait l'avoir le Stade Brestois, les Stacks ou autres, mais on a plus une communauté qui est assez éloignée de notre club aujourd'hui, ce qui nous laisse quand même pas mal de place pour décorréler toute la partie sportive. Il y en a beaucoup, ils ne savent même pas qui sont nos joueurs, quels résultats on a fait le week-end dernier, dans quel championnat on joue. Donc ça aide aussi à décorréler toute cette partie-là. Et depuis juillet, donc mon arrivée, il y a toute une verticale merchandising qui a été amenée en levier marketing où, pour reprendre un peu sur l'exemple de Brest, il fallait qu'on fasse transpirer quelque chose qui nous ressemble et par le produit pour justement engager cette communauté qui nous suivait sur les réseaux. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris ce biais-là de faire un merchandising hyper lifestyle, hyper premium, qui coche les cases Versailles et dans l'esprit des gens, c'est ce qu'ils attendent de nous aussi. Et ça nous permet aujourd'hui de générer des chiffres d'affaires merch aussi forts que des clubs de bas de tableau Ligue 1. Et on est devant quasiment tous les clubs de Ligue 2 en termes de CA réalisés. Donc on a ces 3 leviers qui sont utilisés aujourd'hui au club parce que le sportif, tout est compliqué, on ne peut rien faire dessus. Mais c'est tout la partie merch et social media aujourd'hui qui drive toute cette partie marketing. Ok, merci Evan. Et du coup, je te relance là-dessus. Tu dis que vous n'avez pas une grosse fanbase et que malgré tout, vous arrivez à faire un gros chiffre d'affaires de merchandising. Par quels moyens vous arrivez à faire ça qu'est-ce que vous utilisez comme levier de communication, de fan expérience Est-ce que vous vous tournez un peu vers l'e-sport Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça Ouais, alors déjà, j'aimerais juste scinder les deux termes pour pas faire d'amalgame entre les deux, entre fanbase et communauté. La fanbase, ce que j'entends par fanbase, c'est les personnes qui vont venir au stade, c'est les personnes qui vont suivre les matchs de l'équipe, qui vont regarder sur FFF TV tous les week-ends. Et communauté, c'est vraiment le global sur les personnes qui nous suivent, mais qui sont pas forcément ultra engagées avec la marque. Et donc aujourd'hui, nous, alors c'est visible sur la partie social media avec justement cette verticale très humoristique du compte qui nous permet d'aller chercher le développement de la communauté. Et après, sur la partie merchandising, on est sur des méthodes slash modèles économiques un peu comme les DNVB, donc les marques digitales qui vendent uniquement en digital. Aujourd'hui, on n'a pas de boutique physique parce que pas de fanbase en local. Et donc, ça nous demande d'utiliser certains leviers, typiquement comme l'acquisition paye, le paid média, pour justement aller chercher des segments de communauté, segments de clients à l'étranger, que ce soit aux States, que ce soit en Asie, que ce soit en Allemagne. Donc aujourd'hui, on a des grandes verticales qui se tournent très mode dans la partie merch, pas forcément e-sport. Il y a eu une activation marketing avec Xbox, FC Verdansk, il y a 2-3 semaines, pour toucher justement cette niche e-sport, mais c'est plus de la visibilité que du revenu. Mais on est vraiment sur une verticale. En fait, en interne, chaque team, la team com fonctionne avec son public, la team merch fonctionne avec son public. Et l'idée, c'est de diversifier les publics au sein du club. La team com va plus être sur une cible très Gen Z qui est branchée des trends TikTok et tout ce qui s'ensuit. Tandis que sur le merch, moi, je vais plus avoir une approche mode et des pratiques mode de ce qu'utilisent les marques de mode aujourd'hui pour faire de l'acquisition, pour faire du produit, pour faire du branding. Et chaque équipe, en fait, travaille dans son scope pour justement élargir la communauté club. Très bien. Merci beaucoup, Evan. Justement, on va rebondir sur ce que tu as dit, car ça ouvre une nouvelle porte pour nous, on va dire, de thématique. Ça va être celle de faire vivre une expérience supporter unique par justement d'autres biais de communication, d'expérience marketing dans un club. Je vais laisser répondre Clément. Est-ce que déjà tu as un retour? Est-ce que les sujets sont différents au Stade Brestois? Et sinon, quels sont les moyens que vous avez en termes de fan expérience peut-être qui se proposent au Stade Brestois 29?
En fait, pour moi, il y a l'expérience stade, l'expérience supporter, elle existe à partir du moment où il y a match. C'est-à-dire que tu bosses bien ou pas, il y a une expérience stade. Et en fait, moi, j'essaye surtout de faire comprendre que l'expérience stade, elle commence dès l'achat du billet, voire même avant, dès la promotion, voilà, quand tu vas aller essayer de vendre du ticketing. Mais elle commence vraiment une fois que tu as acheté ton billet. Donc, ça commence déjà sur, alors quand tu achètes en physique, mais il n'y a plus beaucoup, ça commence vraiment sur l'interface e-billetterie. Et si tu as un truc un peu dépassé, bon, déjà l'expérience est un peu moins cool. Alors que si tu as une interface très moderne, très fluide, tu achètes ton billet en 2 clics sur ton téléphone et tout, déjà tu ne ressens pas que tu es déjà dans l'expérience client, mais la réalité c'est que tu l'es déjà. Ensuite, il y a toute la partie mobilité. Alors là, ça rejoint. Moi, j'ai une autre casquette un peu plus RSE où on essaye de faire venir les gens autrement pour limiter notre impact carbone. Mais que l'argument numéro 1, c'est peut-être l'expérience client. C'est-à-dire qu'on dit c'est plus agréable, plus sympa de venir à vélo que de venir en voiture tout seul, faire 1 heure de bouchon en venant, 1 heure de bouchon en repartant. Qu'entre-temps, tu t'es fait rayer ta voiture, ou alors même tu te l'es fait enlever par la fourrière parce que tu t'es garé un peu n'importe comment. Donc on joue vraiment sur tout l'avant-match. Et après, au match, oui, forcément, il y a tout ce qui est animation, sono, entrée, cérémonie. Tout ça, c'est hyper important, mais je pense que tout le monde le fait. Pareil, plus ou moins bien, mais tout le monde le fait. Là-dessus, je pense que ce qui est hyper important, c'est surtout d'être cohérent avec ton identité. C'est-à-dire que nous, si on fait un show à l'américaine avec des pom-pom girls et tout, alors ça arrive parfois, mais je trouve qu'on n'est pas dans notre identité. Il faut garder, on parlait d'identité en premier, nous on est vraiment sur un truc un peu plus local, territoire, Tonnerre de Brest, qui est un truc assez unique. Donc on essaye, tu es bien placé pour le savoir, de travailler un peu sur tout ça et d'avoir une cohérence sur la stratégie marketing globale. Mais j'ai envie de dire, c'est des sujets que tous les clubs ont saisi. Mais l'expérience client, c'est aussi d'avoir des toilettes propres, qui fonctionnent, où tu n'as pas besoin de faire la queue. Parce qu'en fait, si tu fais la queue pendant 1 heure et que tu risques de louper le début du match ou la reprise de la mi-temps, et tu dis, du coup, je ne vais pas aller boire un coca ou autre chose, puisque de toute façon, si après je dois aller aux toilettes, vous voyez un peu, c'est tout ça, tout ce que ça implique. Donc le confort, la propriété sanitaire, le confort, la sécurité, tout fait partie de l'expérience client et jusqu'à l'après-match où on te pousse un peu le résumé du match ou le plus beau but, le plus beau geste sur les réseaux, et en fait on continue. Il y a un pic sur le match et le jour de match, mais le jour de match, j'ai envie de dire, l'enjeu sportif, le match en lui-même suffit presque. Et nous, on est un peu plus dans ce truc authentique, et d'autant plus à Francis Leblay où structurellement, on a un petit déficit. Mais du coup, on essaye de jouer là-dessus. C'est le truc très authentique, un peu vieillot. Des fois, il y a même des pigeons qui se lâchent. Ça, on s'en passerait bien. Mais tout ça, en fait, tout le blé, ça fait partie de l'expérience. Donc on travaille dessus en essayant d'apporter un peu nos petites touches, mais je pense que c'est important aussi de laisser certaines choses se faire naturellement et de ne pas faire trop d'artificiel, comme je disais sur l'identité. Faut pas oublier, faut pas perdre pied, faut pas perdre son ancrage. Et voilà, nous, on a la chance des fois de faire d'autres stades. Il y a des trucs qui sont très bien à prendre dans d'autres stades, et il y en a d'autres où pas du tout. Par exemple, nous, ce que fait Paris, c'est pas nous. Alors déjà, on n'a pas les moyens pour faire pareil, mais chacun a un peu son petit truc, et je pense que l'identité, l'expérience supporter, l'expérience stade contribue pleinement à l'identité, donc à votre première question. Donc c'est important d'avoir une cohérence. Ok. Justement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis les petits gestes sont, on va dire, les plus simples et les meilleurs. On a vu, j'aime beaucoup la différence, on va dire, entre ce qu'a dit Evan, ce que tu as dit justement Evan, qui est beaucoup plus sur l'expérience digitale, est-ce que vous pouvez apporter, et aussi avec toi Clément, sur beaucoup plus l'expérience match, terrain et les petits gestes. Peut-être Gaspard, tu peux nous proposer une sorte d'entre des deux. Est-ce qu'à l'Estac, les deux idées sont bonnes et à développer ?
Tout à fait, hein, je rejoins ce que dit Clément. Nous, ce qu'on a voulu faire au moment de CFJ, et c'est ça aussi, au moment de l'arrivée de l'actionnaire de City, et c'est ça qui a un peu mis des étoiles dans les yeux, c'est que on avait un président qui venait de l'entertainment et on a voulu faire beaucoup de choses autour de ça. Alors, c'était top, hein. On s'est amusé à le faire. On a mis des jacuzzis en bord pelouse, on a mis des barbiers en bord pelouse, des gens qui regardaient le match dans des chalets ou dans des téléphériques. Enfin, on a fait beaucoup de choses comme ça. Là, par exemple, cette année, donc on avait 17 matchs, 16 matchs, puisqu'on en avait un huis clos. 16 matchs, on a fait 16 fan zones avec des thématiques différentes, centrées autour de la ville de Troyes. Donc on avait par exemple l'âge d'or du tissu, on avait les Vikings, on avait le musée, on avait des fan zones qui à chaque fois étaient thématisées en fonction d'un thème justement bien précis sur lequel on communiquait en amont. Et on avait du coup des prestataires, des animations en fan zone, surtout destinées aux enfants évidemment, mais qui étaient intimement liées au thème du match. Et tout ça, on le couplait avec notre programme de fidélité qui s'appelle My Stack Rewards. Et en fait, tu avais une espèce de quête digitale et une quête physique aussi. En scannant un QR code sur la fan zone, tu débloquais un badge qui te faisait gagner des points dans ton programme de fidélité, etc. Donc ça, on le faisait beaucoup cette année. C'était important. On avait une belle fan zone à chaque match. Ça faisait évidemment partie de l'expérience client. Après, comme l'a dit Clément, de toute façon, tu peux faire ce que tu veux. Si tu attends 45 minutes pour acheter une frite et que les toilettes, elles sont à la turque et sales, c'est tout ce que les gens vont retenir. Donc là-dessus aussi, on essaye de faire des efforts. Après, c'est jamais simple parce qu'évidemment, les stades, on n'est pas l'Olympique Lyonnais ou le PSG. Non, le PSG, ça leur appartient pas, mais le stade ne nous appartient pas. Donc les travaux ne sont pas uniquement de notre fait. Nous, on a fait des petits gestes du style, on distribue des protections hygiéniques gratuitement dans les toilettes pour les femmes. On essaye de limiter évidemment les attentes autant que possible aux buvettes, les attentes aux entrées, etc. Pareil, on fait beaucoup de covoiturage, etc. Donc, on essaye que l'expérience soit la plus douce possible, entre guillemets, que tu n'aies pas de temps d'attente, que tout se passe bien, évidemment que tu sois en sécurité. Mais je pense que de toute façon, l'expérience client, les gens viennent pour voir un match de foot. Quoi qu'il arrive, c'est ce qui va se passer sur le terrain qui va faire que ton expérience est réussie ou non, en fait. Donc, c'est évidemment des plus et des à côté, comme disait Clément. L'expérience, elle commence dès le début, dès le moment où tu achètes ton billet, tu regardes ta place, tu vois où t'es, c'est des petits trucs en plus. Tu payes avec Apple Pay, Google Play, c'est fait en 2 secondes et puis tu as ton billet. Ça fait partie des choses qu'on met en place. Évidemment, les newsletters d'avant-match, les résumés aussi du match avec le lien qui va bien vers le maillot du buteur ou de l'homme du match pour essayer de capitaliser là-dessus. Mais je pense que de toute façon, c'est un peu le thème du jour de toute façon, mais tu peux faire énormément de choses. Si ça se passe mal sur le terrain, si ton sportif va mal, ça dicte quand même tout ce qui va se passer autour. C'est beaucoup plus facile si tu es, pour prendre l'exemple de Brest, sans vouloir dire que tout est facile pour vous, mais si tu es en Ligue des Champions, c'est bien plus facile que si tu te bats pour le maintien en Ligue 2, forcément. Donc tu es quand même très dépendant, à mon sens, de ce qui se passe sur le terrain. On le voit bien, là ça allait mieux nous en fin de saison, on avait des meilleures affluences. Après, ça reste milieu de tableau de Ligue 2, mais il suffit que les gens s'attachent un peu à l'équipe, ce qu'on disait tout à l'heure, à des valeurs plus locales, un club plus familial. On fait venir tous les enfants des clubs du coin, des choses comme ça. Ça permet aussi pour les gens de se rattacher, puisque nous, en plus, on est le seul club pro du département, donc tout sport confondu. Donc on a vraiment un champ libre là-dessus, et c'est à nous vraiment de capitaliser et de faire en sorte que pour les Aubois, venir à l'Estac, c'est une évidence, et que les gens aiment cette équipe, aiment les joueurs sur le terrain, et c'est un peu ce qui est en train de se passer. C'est ce qui s'est passé cette saison. On est mieux. T'es parti de très très bas, donc forcément on est mieux, mais voilà, on joue là-dessus, et évidemment l'expérience client dépend de tout ça, mais je pense que
que quoi qu'il arrive, en fait, ça va dépendre de tes résultats sportifs. Clément, tu Juste voulais ajouter rebondir un truc, dessus, oui. pour faire le lien entre la fan expérience et le sujet. C'est qu'au final, tu peux avoir une très bonne expérience client, passer un bon moment au stade, alors même que ton équipe a perdu. Parce que pour faire le lien avec ça, parce qu'au final, même si tu perds 1-0, mais même peut-être 3-0 à la rigueur, peu importe, mais qu'il y a eu des occasions, qu'il y a eu de l'ambiance, que tu as mangé un bon burger, et en fait, il y a forcément le terrain, l'enjeu, les actions, etc. Mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Et au final, le principal contributeur de l'expérience client, c'est le client lui-même. Alors nous, on ne parle pas trop de clients, c'est vrai, ça c'est le thème plus marketing global, mais c'est le supporter. Voilà, même supporter, puisque tout le monde n'est pas fan. Tu parlais, Evan, de tes différences de communauté, mais et dans les supporters, il y a le cœur du réacteur en termes d'expérience et d'ambiance, c'est les ultras. Et les ultras, alors oui, dans tous les clubs, il y a des soucis avec les ultras, parce que des fumigènes, et que ça coûte cher, parce qu'il y a des fois des bagarres en avant-match, etc. Mais les ultras, pour moi, c'est ce qui rend un peu le côté unique. D'ailleurs, en Ligue 1, par rapport à la Première Ligue, qui est le plus gros championnat au monde, bon, c'est pas les mêmes ambiances. Quand on va aux États-Unis, même plutôt sur d'autres sports, en NBA, c'est pas du tout les mêmes ambiances. C'est tout le stade qui participe, et là, c'est plutôt en réponse à des animations de l'aréna, plutôt que l'inverse. Nous, c'est vraiment les supporters, le stade qui crée l'ambiance, qui crée le spectacle aussi. Le spectacle est aussi en tribune. Donc, nous, on l'a vu sur les 2 derniers matchs. Alors, le dernier match, c'était top parce qu'il y a eu un beau match. Le match d'avant, on a joué contre Montpellier, c'était très fermé, pas de supporters. Je crois que j'ai passé l'un des pires matchs de ma vie. Et pourtant, on a gagné 1-0, et c'était très bien, on a eu 3 points. Voilà. Mais vraiment, il manque quelque chose. Et c'est pour ça que c'est un gros sujet de société, puisque c'est aussi remonté au ministère de l'Intérieur, mais sans les ultras, sans les tribunes populaires qui créent ce spectacle, c'est pas du tout pareil. Et l'expérience, pour moi, autant rester dans ce canapé à regarder à la télé. Voilà. Désolé Evan, j'ai dû couper ta question. Non, il te posait une question pour te relancer, donc c'est parfait. Ok, parfait. Non, mais c'est très clair. On a eu déjà deux descriptions assez complètes. On va juste on a la chance d'avoir Evan. On a eu un petit peu le même cas, nous, ici, à Concarneau. Comment vous, au Versailles FC, vous avez réussi à travailler sur la fan expérience en étant délocalisé, en ne pouvant pas jouer dans votre stade habituel? Question hyper complexe. Alors, avant d'arriver à Versailles, j'étais au Red Star. J'ai fait 2 saisons au Red Star, dont l'année de la montée de Concarneau. Et j'ai suivi un peu votre public de très loin. Mais on n'est pas du tout sur les mêmes engagements de fanbase. Aujourd'hui, même si nous, on jouait à Versailles, je pense qu'on ferait 800 personnes d'affluence. Et encore. Mais aujourd'hui, il y a un vrai manque sur ce sujet-là, où personne s'approprie vraiment le club, même pas les Versaillais eux-mêmes. Donc il y a un vrai sujet de réancrer localement le club avec un stade dans le 78 à Versailles ou non. Il y a beaucoup de sujets. Mais nous aujourd'hui, alors sur cette question, tu vois, je sais pas trop comment te répondre, parce que à part subir, on n'a pas fait grand-chose. Tu vois, on se fait sortir de Jambouin parce que le Paris FC signe avec le Stade Français. On arrive à Chambly, en termes de logistique, parfait, parce que les équipes de Chambly nous ont mis leurs hommes à dispo sur toute la logistique jour de match, sur les espaces d'hospitalité, sur toute la sécurité aussi. Donc vraiment sur l'organisation des matchs en eux-mêmes, aucun sujet, mais c'est plus sur développer notre affluence à Chambly, où c'est à 1h30 de Versailles, où il y a déjà le FC Chambly qui joue en N2, qui est dans une région avec Beauvais pas loin aussi, qui a déjà sa fanbase. Très compliqué d'activer des leviers pour les faire venir. Et non, on a fait une deuxième partie de saison dans un espèce de creux mort avec 200 personnes au stade. Et très compliqué la deuxième partie de saison. Là-dessus, tu vois, c'est pas trop de mon ressort.
Et tu vois, on n'a même pas de responsable billetterie en interne. On a un Dear Market qui essaye de faire des choses, mais qui est impacté justement par ces changements qui ne sont pas voulus pour nous et sur lesquels on est obligé de s'adapter parce qu'on n'a pas nos propres infras. Donc assez compliqué comme sujet. Et justement, tu parles d'affluence au stade et du coup, forcément un peu de sportif. Et selon Ouais. nous, vous avez construit un business model qui est pas ou peu impacté par le sportif. Dans quelle mesure tu penses qu'une relégation en National 2 impacterait votre stratégie? En fait, le business model, il n'est pas ou peu impacté, oui et non, parce qu'une montée en Ligue 2, oui, ça va être bénéfique pour nous. Rester en National, ça ne change pas. Descendre en N2, ça ne changerait pas parce qu'on a du revenu derrière. Aujourd'hui, ce qui nous impacte, c'est la masse salariale. On a une des plus grosses masses salariales du championnat, donc, qui est due aux anciens actionnaires qui avaient tendance à mettre des gros salaires. Du coup, le club est en train de tout nettoyer sur ce sujet-là. Et après, en fait, c'est plus en termes d'attractivité club et pas forcément business. Aujourd'hui, si le club descend à N2, j'ai envie de te dire, il n'y a pas forcément de risque financier. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui achètent notre merch, ils ne suivent pas le club pour le club de foot, ils suivent parce qu'on fait des produits qui sont sympas. Sur la partie com, c'est pareil, mais ça ne génère pas de revenus. Et après, c'est sur la partie B2B. Aujourd'hui, on fait zéro en commercial et que l'année prochaine, il y a un responsable B2B qui arrive pour justement signer des partenaires et des sponsors et développer cette verticale-là. Donc aujourd'hui, je te dis, si cette saison on descend en N2, bon, la saison est terminée, Dieu merci, on ne descend pas, mais ça n'aurait pas impacté négativement le business. Mais bien évidemment, tu marches, tu es toujours sur un fil. Tu es toujours sur un fil, et si tu n'as pas de revenus qui rentrent et que tu as une masse salariale qui est trop élevée, bah, la DNCG, ils peuvent toquer à la porte. Donc, il faut développer au niveau business, mais aujourd'hui, on est dans une situation qui est assez correcte. On va poser à peu près la même question à toi, Gaspard. Pour pallier, on va dire, à ce manque, est-ce qu'on a remarqué que vous êtes développé sur différents outils, comme tu as dit, l'aspect digital, l'aspect fan expérience? Quel impact, toi, cela a-t-il eu en termes niveau sympathie? Tu dis que tu as justement eu des remontées billetterie. On va dire, le sportif s'est aussi bien amélioré, mais est-ce que justement tu peux en quelque sorte recenser une amélioration de ton affluence, par exemple, malgré que les résultats sportifs n'étaient pas au niveau? Alors, ce qu'on fait, nous, de toute façon, pour juger un peu cette expérience fan, supporter, spectateur, peu importe comment on l'appelle, c'est on envoie une fois par mois, on envoie des quiz, enfin une espèce de quiz, un sondage plutôt à l'ensemble des personnes qui sont venues au stade. Et ce sondage qui est créé par City et qui est envoyé à l'ensemble des clubs du groupe reprend un peu tous les éléments, donc ce qu'on a dit, buvette, accès, toilette, et aussi ce qui se passe sur le terrain. Donc nous, ça nous permet de prendre un peu la température, même si forcément quand tu es au stade, tu le vois en tribune, mais ça nous permet un peu de prendre un peu la température des attentes des gens, des satisfactions, est-ce qu'ils sont contents de ce qui se passe sur le terrain, est-ce qu'ils sont contents de ce qui se passe en dehors. Donc ça, c'est un bon indicateur. Ça nous permet aussi de faire des améliorations dans le stade au fur et à mesure sur les accès, les avenues à fermer, les choses comme ça. Donc, ça nous permet d'avoir des outils tangibles. Après, comme vous l'avez dit et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu des 2 années très compliquées en Ligue 1 puis en Ligue 2. Donc, on s'est très éloigné de notre fanbase. En fin d'année dernière, on a, pour ceux qui ont vu les images, on avait nos ultras qui avaient lancé des fumigènes et nos joueurs qui les avaient relancés sur le public. Donc, en termes d'image, c'était catastrophique. On avait touché le fond littéralement. Donc, en fait, en partant de ce constat-là, tu te dis que tu repars de zéro, quoi. Tout ce qu'on a fait les dernières années en termes d'affluence, de places payantes, d'essayer de réduire les invitations, puisqu'on avait aussi un gros passif avec l'ancienne direction sur des milliers d'invitations qui étaient données à chaque match. Donc pareil, il fallait qu'on redonne de la valeur aux billets
Mais sauf que c'est compliqué parce qu'en fait, dans la tête des Troyens, quoi qu'il arrive, à J-2, tu arriveras à connaître quelqu'un qui arrivera à gratter une invite et du coup, tu n'as pas besoin de payer. Donc ça, on a mis du temps à le changer. Cette année, on a un peu changé notre fusil d'épaule avec la nouvelle direction puisque on a eu des matchs cruciaux pour le maintien, notamment en début d'année civile. Et à ce moment-là, la direction voulait qu'il y ait un stade plein pour pousser derrière l'équipe. Et du coup, on a eu une politique d'invitation qui était un peu plus laxiste, en restant sur des publics ciblés, mais pour essayer déjà de faire revenir les gens au stade, même si c'est gratuit, et ensuite les transformer en spectateurs payants. Donc, on est un peu un carrefour, c'est-à-dire que là, on a un nouveau président depuis 6-7 mois qui n'est pas dans la même optique de ce qui se faisait avant. Il préfère avoir des gens au stade et quitte à faire un peu plus d'invitations, ce qui est aussi agréable, même si évidemment, tu as l'impression que ce que tu as fait depuis 3 ans en termes de limitation d'invitation est un peu mis de côté, mais voilà, on a fêté nos 125 ans, les 125 ans du club cette année. On a eu 17 000 personnes au stade alors qu'on jouait le Red Star, sans faire offense au Red Star, et je pense pas que les gens étaient venus pour l'adversaire. Donc voilà, on a réussi à avoir une belle fête autour du foot troyen, ça s'est super bien passé. On avait un match des anciens, il faisait super beau, c'était une très belle journée. On a eu beaucoup de gens qui venaient pour la première fois au stade, que moi, je n'avais pas du tout en base de données. Donc j'en ai eu 1800, des personnes qui n'étaient jamais venues au stade depuis 4 ans. Donc ça fait presque une personne sur 10, ce qui est quand même plutôt intéressant. Et puis on a réussi à les reconvertir, ces personnes-là, par la suite, en faisant du payant sur le match de la semaine d'après. Donc voilà, on essaye comme je l'ai dit, ça fait plusieurs fois, mais on essaye de reconquérir un peu, on repart de zéro. Là, cette année, par exemple, puisque l'année dernière, on était donc relégué en national. On a été repêché à la place de Bordeaux le 30 juillet ou le 31 juillet, je ne sais plus. Et en fait, on avait lancé notre campagne d'abonnement national avec des tarifs nationaux, et en fait, on a prolongé ces tarifs. Et là, par exemple, cette saison, on fait le choix de reprolonger encore ces tarifs. Donc on reste sur des tarifs nationaux, c'est-à-dire qu'on va être les abonnements les moins chers de Ligue 2 pour la 2e année consécutive, parce qu'on se dit que de toute façon, en fait, si on veut que les gens reviennent, c'est un public très difficile à Troyes, hein. Il y a eu des belles années, il y a 20 ans de ça, ils étaient en Coupe d'Europe et ils faisaient des beaux championnats de Ligue 1, mais depuis c'est très compliqué. Donc en fait, on doit reconquérir toute une ville, tout un département, parce qu'on est une petite ville en plus, hein. On a 60 000 habitants et un stade qui en fait 20 000. Donc voilà, il faudrait qu'une personne sur 3 de la ville vienne au stade pour que le stade soit rempli. Donc c'est pas évident. Quand tu reçois Paris ou Marseille, c'est plus simple que des clubs de Ligue 2 un peu lambda, entre guillemets. Donc on essaye de reconquérir le cœur des Aubois, on va dire, et ça passe par un long travail quotidien en faisant des tarifs à portée de tout le monde. On n'est vraiment pas cher. Notre tribune populaire, notre tribune ultra, elle est à 5 €. Les abonnements, tu commences à 2 € et quelques le match. Enfin, voilà, on essaye de vraiment toucher tout le monde et permettre à tout le monde de venir au stade sans faire uniquement des invitations comme ça a pu être le cas à plusieurs reprises cette saison, quoi. Ok, c'est intéressant. On a un petit peu les deux mêmes problématiques, que ce soit à Versailles ou à Troyes, en tout cas de réussir à remplir les sièges. On va avoir le temps de poser une dernière question. Elle va se tourner plutôt vers Clément et le Stade brestois. Qu'est-ce qui va changer avec ce nouveau stade? Est-ce qu'il y aura changement de valeur? Je ne pense pas, mais est-ce qu'il y aura d'autres animations, des choses impossibles à mettre en place à Le Blé et qui va être proposé pour améliorer ça, en tout cas, la fan expérience? Ah oui, complètement. C'est aussi pour ça qu'on a le projet de nouveau stade, outre le fait qu'on n'ait plus le droit, on n'a plus l'autorisation d'être à Le Blé pour des questions réglementaires. Mais en tout cas, Arkea Park a été pensé pour vivre une bonne expérience. Alors il y a la partie match et la partie hors match sur toute l'année où il y aura des activités, mais je reste sur la partie match. Tout est pensé pour le supporter. Je pense que
les clubs, le monde pro a un peu oublié de placer le fan, le supporter au centre de sa stratégie, avec les droits télé qui tombaient du ciel. En fait, beaucoup profitaient un peu de la visibilité des gros clubs, parce que concrètement, les droits télé, les derniers droits télé, qui n'ont pas été jusqu'au bout, mais on allait chercher des gros montants parce que les gens payaient pour voir du Mbappé, du Messi, du Ibra, même avant, etc. Donc là, on a plus ce problème-là, et là, les clubs commencent à se dire un peu, comment on va recréer de la valeur. Mais preuve que cette question, elle est chez nous au Stade Brestois depuis un moment. C'est vraiment un stade qui est pensé pour le fan. Je parlais, nous, de moi, ma vision de l'expérience fan en parlant de la mobilité. Donc c'est un site qui est quand même accessible avec terminus du tram, des parkings vélos. Ce sera plus accessible aussi pour ceux qui n'ont pas à venir jusqu'au centre-ville. Alors forcément, ceux qui sont dans le centre devront bouger un petit peu. Mais on parle quand même d'accessibilité d'un stade plus accessible. Pour aussi les personnes à mobilité réduite, on se veut vraiment plus inclusif là-dessus, en permettant notamment, par exemple, de prendre une place PMR et d'avoir son accompagnant à côté. Mais ce qui en fait n'est quasiment jamais le cas. Donc c'est plein de petites choses qu'aujourd'hui n'est pas possible à Le Blé. Par exemple, à Le Blé, si on est en fauteuil, on ne peut pas aller en tribune VIP. On n'a pas le droit d'accéder aux offres VIP. Bon, c'est des petites choses, plein de petites choses cumulées qui font qu'on a un stade qui prône l'expérience, passer un bon moment. Les toilettes, il y aura des rangées de toilettes énormes. Il y aura aussi des buvettes qui seront très grandes, accessibles de tous. Ce qu'on n'a pas forcément à Le Blé non plus, mais en plus d'avoir des grandes buvettes, il y aura aussi des lieux de consommation, parce que là, à part aller sur sa place, on ne peut pas trop... les espaces de circulation, etc. Donc c'est tout un truc qui est fait pour le supporter, pour les supporters, parce qu'il y a quand même plusieurs typologies de supporters. Et puis voilà, et après en termes d'animation, bien sûr, forcément en termes d'équipement, de lumière, de son, d'animation, c'est aussi ce sur quoi on travaille aujourd'hui. On essaye de mettre en place des rituels. Alors il y en a déjà, il y a par exemple la tournée Francis Paye ça tourne. C'est des trucs qui doivent rester pour conserver justement cette l'âme de Le Blé, parce que quand on arrive dans une nouvelle maison, des fois on a du mal à se sentir chez soi. Donc nous, notre boulot, c'est aussi de faire en sorte que Arkea Park, les Brestois et les Finistériens se sentent chez soi et trouvent des repères, des trucs qui les rassurent par rapport à ce qu'ils ont connu avant. Et c'est tout l'enjeu du projet, mais en tout cas, je suis persuadé qu'on pourra offrir une très belle expérience supporter au pluriel. Je pense aussi. Ok, merci beaucoup. Alors du coup, il nous reste moins de 5 minutes, donc on va conclure cet échange avec une question un peu plus ouverte que je vais te poser, Clément, comme tu es bien lancé. Tout à l'heure, tu as évoqué la NBA, et nous, notre dernière question, c'était est-ce que tu penses que la Ligue 1 devrait tendre à devenir comme la NBA, c'est-à-dire à se considérer comme une ligue plutôt de divertissement ? C'est pas facile comme question. Oui, j'ai envie de dire oui, parce que la preuve, c'est la NBA qui est la plus grande ligue au monde, je pense, en termes de revenus, en termes de communauté, d'engagement, etc. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut faire pareil. Ce que je disais, nous, on n'est pas des Américains, donc nous, il y a des trucs qui marchent là-bas qui ne vont pas fonctionner chez nous. Mais il y a des trucs qui marchent à Paris ou à Strasbourg et qui ne fonctionnent pas chez nous. La France, c'est aussi la beauté de la France. Il y a plusieurs France et plusieurs stades, plusieurs équipes, etc. Donc il ne faut pas non plus se prendre pour des Américains. Il faut créer des animations, créer du divertissement, parce que c'est bien ça qu'on vend, qu'on offre. Nous, c'est des émotions, et qu'elles soient positives ou négatives, mais c'est ce qui rend le foot attachant, parce que je pleure pas souvent, mais il y en a qui pleurent souvent pour du foot, mais je trouve que c'est ça qui rend beau. Les stacks, oui, en effet, a touché un peu le fond, mais c'est aussi une façon de repartir sur un nouveau projet, de retrouver un peu ses racines. Donc c'est ça, le foot, c'est des cycles, c'est des émotions positives et négatives.
Donc oui, c'est du divertissement. Après, il faut pas perdre ses racines, il ne faut pas perdre son identité. Il faut le faire avec son... En fait, il y a plusieurs divertissements, plusieurs expériences fans, plusieurs identités. Et voilà, il faut garder la singularité à chaque club. Alors que sur NBA, tout est normalisé, même tous les revenus sont une sorte de pot commun après qui est redistribué. Donc la Ligue a un peu ce pouvoir-là, mais je pense qu'ils doivent quand même laisser au club un peu cette singularité qui fait la différence en France. Okay. Voilà, donc oui, mais non. Ok, merci. Alors du coup, tu parlais de l'Estac, donc on va lancer Gaspard là-dessus. Qu'est-ce que tu penses du parallèle de la Ligue 1 ou du coup de la Ligue 2 avec la NBA ? Moi, je pense pas qu'on devrait tendre vers ça. Ce qui fait la beauté du foot français, c'est un peu, comme l'a dit Clément tout à l'heure, c'est les excès, c'est les ultras en tribune, c'est la passion, c'est le fait que le lundi matin, si t'es lyonnais et que t'as gagné et que t'as un Stéphanois à côté de toi, tu vas passer ta semaine à le chambrer. Vous, avec les Guingampais, c'est pareil. Moi, je suis né à Brest, donc je sais ce que c'est, mais... Voilà, c'est un peu cette passion qui est certes quelquefois excessive, mais qui fait que c'est aussi la beauté du sport, quoi. Quand j'imagine qu'on est plusieurs à l'avoir vu ce week-end, mais quand tu vois le multiplex, la dramaturgie de la fin du match du Havre, si tu tends vers la NBA et que t'as pas de relégation et que t'as pas de montée, t'as jamais une émotion comme ça. Alors, je suis pas du tout supporter du Havre, mais j'étais comme un fou devant ma télé de voir le mec qui fait la panenka à la 99e. C'est quand même fabuleux, quoi. Donc, je pense pas qu'on devrait tendre vers ça. Après, évidemment, en termes de revenus, c'est la meilleure ligue du monde, c'est tout ce qu'ils font, c'est génial. Rien que le fait que tu puisses, d'ailleurs, si quelqu'un de la LFP est dans la salle, mais le fait que tu puisses payer un abonnement juste pour ton club, c'est quand même quelque chose qui me paraît un peu la base. Mais voilà, on a le foot français, la tribune a ses excès. J'ai vu un match, bon, c'est pas français, mais j'ai vu un match ce week-end en Croatie. En championnat croate, les tribunes, en fait, toute la ville ne vit que pour le match. C'est une folie, en fait. Et en NBA, bon, peut-être un peu avec les Knicks en ce moment, t'as un petit peu ça, mais ils sont quand même pas dans la même façon de supporter, d'être derrière son équipe. Mais le foot et le foot européen, hormis peut-être un peu en Angleterre ou avec la chasse aux hooligans qu'il y a eu quelques années, qui est une très bonne chose, hein, évidemment, mais ça s'est un peu aseptisé. Mais voilà, on a quand même la chance quand tu vas dans un stade, le spectacle il est aussi en tribune. Enfin, tu fais le Vélodrome, tu fais Geoffroy Guichard. Franchement, il y ait 0-0 sur le terrain, c'est pas grave parce que t'as regardé les ultras pendant 1h30 et que c'était fabuleux, quoi. Donc évidemment, si tu veux faire des millions et des milliards, et c'est ce que je souhaite au foot français parce qu'on en aurait besoin, mais je pense pas qu'on doive tendre vers un modèle comme celui-là parce que ça aseptiserait les tribunes et que rien que ton principe de montée et descente sur une ligue fermée, je trouve ça, enfin ça te tire tout, quoi. Donc je vais finir comme Clément, je vais dire non mais oui, quoi. Merci. Peut-être Evan, tu peux nous proposer un nom, juste on va dire pour le contraste, peut-être. Si moi, on va dire la vision est peut-être différente avec Versailles, au vu de ce que vous proposez qui passe au-delà du sportif, on va dire, via le merchandising, via justement votre stratégie de communication, tout ce qui a été dit avant. Est-ce que tu as peut-être un avis ? Ouais, alors en plus, moi je sais pas si vous suivez, mais j'ai un président qui veut promouvoir son club comme une entreprise de divertissement et pas un club de sport professionnel et qui, pour lui, ses concurrents, c'est pas le Paris FC, mais c'est plutôt Netflix. C'est un peu une vision extrême aussi de pousser le sport à l'américaine et le divertissement et uniquement du divertissement. Je pense que sur la partie NBA, il y a beaucoup de choses à prendre sur la partie revenu management, que ce soit pour les teams ou même pour la ligue, sur comment est-ce qu'ils monétisent le produit et comment est-ce qu'ils le font vivre sur une saison de plus de 80 matchs. Donc c'est plus sur cette verticale-là où je pense qu'on a des éléments à récupérer. Et après, je pense que le foot français doit quand même garder son essence même avec le supportérisme qu'on connaît,
la façon dont les clubs sont structurés aussi, le modèle de ligue ouverte et non pas fermée, parce que ça, je pense aussi que le fait d'avoir de la montée-descente, ça met de l'attractivité autour. Mais moi, j'aborderais plus la verticale revenu management que la NBA a aujourd'hui, qui n'est pas forcément le cas sur la partie sport européen, hein, plus global, même si la Première Ligue se rapproche de ça. Et après, nous, c'est vraiment divertissement, 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 en oubliant peut-être un petit peu le côté sportif. Et je pense qu'il faudrait se refocaliser un peu sur le sportif si le club veut se stabiliser sur les plus hauts échelons sur les prochaines saisons. Mais voilà, si je devais donner mon point de vue, ce serait celui-là. Ok, et merci beaucoup Evan, ça conclut cet échange. On vous remercie tous les trois pour votre présence. On Avec remercie plaisir. aussi tous ceux qui ont pris Merci. leur pause de midi pour venir nous écouter. Et on vous souhaite une bonne après-midi. Et pour ceux qui sont en présentiel, bon appétit juste derrière vous à l'entrée. Merci à beaucoup tous. encore. Merci beaucoup. Merci pour au revoir. l'invitation. Bonne journée. Merci à vous. Merci, au revoir. Allez, bonne journée.